Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. Alors à l'occasion de cette 44e édition, nous avions eu envie de château, de grandeur, de sensationnel. Nous sommes donc accueillis ici au château Pape Clément par un géant de la vitiviniculture. J'ai le grand plaisir de vous présenter Bernard Magret. Merci. Et j'ai conscience, en prononçant donc ce terme de vitiviniculture, qu'on touche là un symbole fort de la Maison France. Donc on va vous écouter, nous raconter cette histoire et surtout nous parler de cette passion. Cette émission va se dérouler en 3 parties, hommes, projet, structure. J'aimerais que vous nous indiquiez quelles sont les personnes liges qui sont autour de vous et autour de votre projet. D'abord, en 2 mots, je ne vais peut-être pas répondre directement à votre question. Il se fait que, vous savez, à Bordeaux, tous les propriétaires de vignobles sont des gens qui ont hérité. Et moi, je n'ai pas hérité puisque je suis sorti de l'école à 13 ans et que je suis rentré dans un centre d'apprentissage et j'ai fait des petits boulots. Et à 21 ans, j'ai trouvé ma voie dans le vin, dans une petite entreprise que j'ai reprise, mais qui était une valeur très basse, voilà. Et je tiens à ça. Je tiens à dire que, clairement, je me suis fait seul, voilà. Vous êtes un self-made man. Oui, comme actif, monsieur, j'avais ma veste, c'est tout. Hein. Donc, il fallait que j'ai de la force de conviction pour amener les banquiers à me prêter des toutes petites sommes sur lesquelles ils n'avaient aucune sécurité. Voilà. Nous sommes donc au cœur du sujet parce que cette émission s'appelle Valeurs. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est effectivement les valeurs fortes des personnages que nous interviewons. Justement, donc, autour de vous, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a des gens qui constituent cette équipe ou pas? Vous savez, d'abord, c'est une entreprise éponyme qui porte mon nom. Je l'ai créée et j'ai bien entendu, c'est obligatoire, des gens qui sont responsables de... Il y a un garçon qui a démarré sans rien, d'ailleurs, très peu, très bas chez nous, et qui est monté petit à petit, et en une dizaine d'années, il est devenu le patron non seulement des 4 grands crus classés, mais également des 42 vignobles que j'ai en France et dans le monde, voilà. Donc il y a ce garçon-là, et après il y a des gens sur le plan administratif, et j'ai 2 enfants qui travaillent avec moi, parce que je ne suis pas immortel, quoique, quelquefois je le pense, et pourquoi pas, et puis je suis surtout entouré de conseils, autant au niveau de la viticulture qu'au niveau de la gestion financière, que des disciplines que je n'ai pas dominées, puisqu'en fait, je n'ai aucune formation. C'était la question suivante. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce projet? Puisque l'émission, donc, en 3 temps, homme, projet, structure, on a bien compris que c'est une activité qui repose sur vous. Mais comment êtes-vous arrivé à ce projet? J'ai cru comprendre que dans votre formation, vous avez rencontré un illustre aussi français qui s'appelle Martin Bouygues. Est-ce que cette école de formation du bois... Non, pas Martin Bouygues, François Pinault. François Pinault. Mais parce que je suis rentré dans un centre d'apprentissage pour apprendre à scier le bois. Donc c'était à Luchon, à la frontière espagnole. Et dans ce CAP, on apprenait, je répète, à scier le bois et à affûter les scies. Voilà. On était en bleu de travail et en sabot. C'était pas hier matin, c'était en 1953-54, puisqu'avec François Pinault, on a le même... Et puis voilà, je me suis retrouvé dans cette école au même moment que lui, ce qui est assez normal puisqu'on a le même âge. Et c'était un garçon qui parlait peu, c'est un breton. Vous savez, les bretons, c'est pas des gens de ma région. Il parlait peu et avec certains élèves, on pensait qu'il était espagnol, le gars. et puis un jour, on l'appelait Francesco d'ailleurs. Et puis, quand il a eu 24, 25 ans ou 30 ans, un jour, il appelle ici. Il dit, voilà, je voudrais parler à Magret, je m'appelle François Pinault. Bon, alors, je prends le truc, je dis, François Pinault, est-ce que vous êtes le vrai François Pinault? Il me dit, oui, mais alors maintenant... Ah, parce que maintenant, tu ne me tutoies plus. Ah ouais, excellent. Dites-moi, cette école,
qui vous a appris à scier le bois, à travailler sur le bois. Si on réfléchit un peu plus loin au niveau de la symbolique, c'est pas un peu le travail sur soi-même, c'est dur de travailler le bois. Est-ce qu'il n'y a pas eu un apprentissage, on ne revient pas à ce que vous êtes Oui, mais parce qu'en fait, ma vie professionnelle ne s'est pas passée dans le bois du tout. Pour la bonne raison, parce qu'en sortant, je n'ai pas trouvé du boulot. Pourtant, à l'époque, on trouvait du travail facilement. Ça prouve que j'étais pas très bon. La preuve, c'est que si on me disait non, c'est que j'étais pas le collaborateur idéal, quoi. Et donc, j'ai fait des petits boulots. Et puis, je suis rentré dans une maison de vin à 19 ans pour travailler dans les chais. J'y connaissais rien dans le vin, moi. Mais j'étais content d'avoir trouvé du travail, pour commencer. Et donc, je suis resté là 2 ans. Au bout de 2 ans, on m'a mis dehors, tout simplement parce que, comme j'ai la tête un peu dure, le patron m'avait dit, à l'époque, il fallait diminuer les frais généraux. Aujourd'hui, on appelle ça contrôleur de gestion. Ouais. Bon. Et donc, j'ai pénalisé les 2 directeurs généraux en leur disant, voilà, vous dépensez trop d'argent, donc je vais en parler au patron ici et là. Et puis, bien entendu, 15 jours après, les 2 directeurs généraux qui étaient là depuis une vingtaine d'années sont allés voir ce patron en disant, voilà, c'est nous, c'est Magré. Et le gars m'a dit, mais monsieur, partez, voilà. Et puis ça se faisait très vite à l'époque. On est 60 ans après, aujourd'hui. Oui, on est exactement 60 ans après, monsieur, oui. 42 châteaux. Oui, en France et dans le monde, oui. À votre actif. Près de 600 millions d'euros d'actifs patrimonial global. C'est un peu plus, mais enfin, je peux faire. Après ce qui m'est arrivé, parce que j'ai été kidnappé et tout j'ai entendu, ça paraît plus nulle part, mais c'est plus élevé, mais je suis très content que ça paraisse plus. Voilà. Près de, je crois, 1000 hectares de vignes. Donc, comment est-ce qu'on gère tout cela aujourd'hui? Et est-ce que la technologie, les nouvelles technologies, je pense au drone qui vous permet d'analyser vos vignes, et ce robot roulant qui vous permet d'analyser les pieds de vignes, est-ce que la nouvelle technologie vous aide aujourd'hui? Est-ce que vous seriez allé aussi loin sans cela? Mais la nouvelle technologie, c'est un métier, c'est le métier de vigneron, c'est un peu un métier d'artiste. Il y a des très bons, mais parce qu'ils ont le sens de la vigne, et puis d'autres qui sont moins bons parce qu'ils ont un sens inférieur. Bon, point. C'est un métier où on mélange à la fois les anciennes méthodes et les nouvelles méthodes. Voilà. Et nous, on est portés à respecter les anciennes méthodes, mais aussi... La tradition, exact, pardon, oui, le mot est là. Et aussi à aller vers des nouvelles méthodes, parce que je considère qu'une entreprise aujourd'hui qui, dans sa propre gestion, ne va pas dans l'innovation et dans le digital, et principalement, c'est une entreprise qui aura des défauts demain, parce que le milieu concurrentiel de Bordeaux, c'est fondamental, et c'est pas simplement les Côtes-du-Rhône ou autre, c'est le monde entier où on produit de très bons vins. C'est pour ça que je m'y suis installé dans ce monde entier-là. Et donc, la compétition est dure, et la compétition, il faut la faire avec des outils qui sont gagnants, et non pas avec des outils, quelquefois, 100% du passé, qui intéressent moins, en fait, qui amènent à élaborer un vin qui plaît moins à cette fameuse clientèle, les Y et les Z, vous voyez, les millénials, qui sont le futur, quoi, les futurs consommateurs de chez nous, quoi. Donc il faut avoir les deux. Alors, même à 82 ans, je vous parle comme ça, oui. J'entends bien. Et bientôt 83 dans 2 mois. C'est ce que j'avais calculé, 83, je ne vous ai pas... Non, mais rien ne me gêne, monsieur, moi, rien ne me gêne. Et surtout, ce que je vais vous dire ne va encore moins vous gêner. Vous avez aujourd'hui un chef-d'œuvre, si je puis dire, une marque prestige, qui est le Château Pape Clément. Oui, on est là aujourd'hui, oui. Comment est-ce que vous avez acquis ce château, cette marque, pardon, symbolique? Et je pense un petit peu à Napoléon, là. J'ai l'impression que vous avez ramassé une couronne dans le ruisseau, que vous l'avez posée sur votre tête tout seul. J'ai un peu cette image. C'est-à-dire que, comme je n'avais pas les moyens, il y a quelques X années, j'ai commencé par acheter 3,7% donc c'était rien du tout. Mais il y avait une opportunité, je m'étais fait prêter de l'argent parce que je n'en avais pas. Vous avez pris un risque donc pour ça?
Ah oui, mais moi, c'est ma vie, le risque, c'est ma vie. Hein. Mais quand on n'a rien, monsieur, quand on n'a rien, et que symboliquement, on a eu faim, symboliquement et hors symboliquement aussi, eh ben, on prend des risques, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on risque? Moi, je ne risquais pas ce que j'avais créé avant, puisque j'avais rien. Vous voyez? Vous avez parlé des investissements que vous avez fait également en dehors de France. Je pense à la Napa Valley, je pense au Japon, je pense au Maroc. Cette terre, comment est-ce que vous avez acquis ces biens à l'étranger d'ailleurs? Tout simplement en sélectionnant dans chaque pays, en Uruguay, en Argentine, au Chili, là, à Bohonais également, en Chine, où j'ai été pendant 15 ans viticulteur là-bas, puis après j'ai eu des problèmes avec le gouvernement, mais c'est normal, c'était trop tôt, j'étais parti trop tôt. Le terroir, voilà. L'important, c'est le terroir, la qualité du terroir. Et après, il y a le choix des cépages qui doivent être en adéquation avec ce terroir pour faire le vin le meilleur possible. Donc vous avez importé des pieds de vigne Non, on a choisi des cépages qui étaient autochtones là-bas et qui correspondaient à la qualité du terroir pour faire les vins les plus agréables à boire, les plus élégants à boire, voilà. Napa Valley, c'est extraordinaire. Hein? Napa Valley, comme d'autres endroits. Hein. Aujourd'hui, monsieur, vous avez... on parle du Brésil et on croit que le Brésil n'est pas un producteur de vin, mais au nord de l'Uruguay, côté Atlantique donc, et dans le Brésil Atlantique, il y a des terroirs absolument extraordinaires qui valent, entre nous soit dit, qui valent les bons terroirs de Bordeaux. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire il y a Bordeaux, il y a le reste, c'est faux. Et ce sera de plus en plus faux. Reparlons de la terre à laquelle vous êtes ontologiquement attaché. Est-ce que cette terre, vous faites en sorte de l'aider également, et comment est-ce que vous participez au combat écologique contre les pesticides, etc. Alors, nous, on a commencé très tôt à faire ça. On a commencé très tôt parce que, bon, je ne vais pas dire que je suis Madame Soleil, mais il était facile de comprendre que les écologistes qui montaient en puissance depuis une quinzaine d'années allaient un jour avoir une pression sur tout ce qui est agricole, et viticole en particulier, pour le traitement. Voilà. Et donc, très tôt, nous, parce qu'on a une entité recherche et développement, on est allé rechercher des produits qui n'étaient pas nocifs, vous voyez, et qui ne pouvaient en aucun cas être un jour interdits. Et donc, on a géré les vignes avec ces produits-là, avec des méthodes aussi qui amenaient à ce que ces produits-là soient efficaces, voilà. Mais c'est un devoir pour nous, c'est un devoir. Je vous citerai quelque chose, là, alors, le long des vignes ici, on a fait pousser des buissons qui captent le plomb et le CO2 des voitures qui passent, et on fait des tests de prise d'air, vous voyez, à l'intérieur de la clôture, de 50 mètres en 50 mètres, pour savoir si ces plantes-là sont idéales pour capter le plomb et le CO2, vous voyez. Là, c'est votre département R&D, recherche et développement. Oui, là, vous avez parlé du tracteur tout à l'heure, enfin, des tracteurs électriques qui sont entièrement commandés par les drones. Un drone en lui-même, mais physiquement, ça n'a pas de valeur. C'est la caméra qui a de la valeur. Hein. Et l'étude des profils que donne la caméra. Et là, il y a une maladie qui est dramatique dans notre métier, qui s'appelle le mildiou. Et ça commence par des traces sur les feuilles, vous voyez. Eh bien, avec les caméras des drones, on arrive à déterminer ces fameuses traces, qui sont en général des polygones ou des octogones plutôt, et que le vigneron ne voit pas. Vous voyez. D'accord. Que votre œil, le mien, ne voit pas. Encore une fois, la technologie la technologie est très importante. Mais on n'a pas. Je pense à Alexandre qui regardait le monde, il avait conquis tout. Il pleure parce qu'il n'a plus de monde à conquérir. Est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous dites heureusement, il y a encore des combats à gagner? Il y a des combats magnifiques. Il y a des combats d'amélioration d'abord sur le vin. Il y a le combat qui est le plus beau, si vous voulez, c'est de bien comprendre ce qu'aime le consommateur aujourd'hui et ce qu'il
il serait amené à aimer demain sans qu'il le sache lui-même. Oh, Voilà. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut étudier ou se faire aider dans l'étude également, parce qu'il y a des spécialistes pour ça, pour savoir où vont les goûts. D'accord. Il n'y a pas que dans le vin que ça se passe comme ça. C'est le marketing, en fait. Oui, le marketing, mais enfin, de l'attente consommateur. Ouais, d'accord. Dans le marketing, il y a des choses plus faciles à gérer que l'attente consommateur. Parce qu'en même temps, on l'oriente, le goût. On peut l'orienter, et oui, vous avez parfaitement raison, on peut l'orienter, mais ça peut être aussi le résultat d'un souhait personnel de groupe qui soit dans tel pays ou dans tel autre pays, ou tout simplement dans le même pays, quoi. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est prévoir demain au niveau du goût, et sur une terre qui bouge pas. Donc c'est les assemblages qui vont changer, les assemblages de vin, la gestion des cépages. C'est un combat magnifique. C'est un premier combat, ça. Toujours absolu, hein, toujours intact. Je vous dis, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Quand vous avez eu faim, moi, à 20 ans, on m'aurait demandé d'avaler une partie du lustre allumé, je l'aurais fait parce que je voulais m'en sortir. À cette étape de cette émission, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est aussi fantastique pour un être humain, pour son accomplissement, c'est la transmission. Est-ce qu'il y a des dauphins? Est-ce qu'il y a une transmission préparée? Et par définition, je suis obligé. Quand on se rapproche du rideau noir, comme on dit, et à 83 ans, on s'en rapproche, hein. Donc il faut pas être bien intelligent pour comprendre que ça ne va pas durer, comme je disais tout à l'heure. Bon. Donc, il faut s'entourer de cadres de qualité qui sont amenés à rester, parce que c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens que l'on accompagne avec des salaires qu'ils méritent, avec des intéressements qu'ils méritent, pour qu'ils retrouvent un vrai retour à leur implication. Et puis, voilà, principalement, faire une équipe. Alors, l'équipe, elle peut être faite 100% par des gens de l'extérieur, 100% par 30% par des gens de l'extérieur, 70% par des gens de ma famille, savoir mon fils, ma fille, mais rien n'est écrit à l'avance. Mon devoir à moi, c'est de monter une équipe qui soit la meilleure possible, quoi, voilà. Par rapport au milieu concurrentiel mondial, pas simplement bordelais, mondial. Jamais pensé au marché. Non, impossible de penser au marché dans notre métier. Monsieur, en 2017, il y a eu du gel, et nous, on a été gelés à 60% ici. Et dans les autres vignobles que j'ai à Bordeaux, autour de 50%. Le marché, la bourse, elle n'aime pas ça, parce qu'elle ne comprend pas le gel, elle ne comprend pas la grêle, elle ne comprend pas les maladies. Et donc, à rentrer en bourse dans une entreprise agricole, c'est peut-être possible dans certains produits, mais c'est possible dans certains produits, oui. Le gars qui est dans les haricots verts, eh ben, il peut aller chercher des haricots verts en Roumanie s'il lui en manque, vous voyez, de qualité à peu près identique. Tandis que nous, on est limité, mettons, à 50, 80, 90 hectares. Quand tout gèle, ben, on n'a plus rien. Je comprends. Et donc, rentrer en bourse avoir la velléité de rentrer en bourse dans ces conditions-là, à mon avis, c'est suicidaire, quoi. Mais il n'y a pas un banquier qui vous dira le contraire, hein. Ou alors c'est malhonnête, quoi. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous demanderai de regarder cette caméra et d'indiquer à nos téléspectateurs quelles sont les valeurs qui vous sous-tendent. Moi, la valeur essentielle, c'est d'abord vivre debout. Vivre debout. Et dans vivre debout, c'est sur le plan respecter des valeurs intellectuelles et morales, vivre debout et complémentairement, jamais renoncer. Et amener ses collaborateurs à jamais renoncer. Et pendant une trentaine d'années, dans le dos de la cravate, il y avait un bandeau que l'on mettait jamais renoncer. Pour que les gens disent, voilà, et la vie est belle pour ça. Parce que plus vous vous inscrivez dans cette mission de jamais renoncer, plus vous vous améliorez, plus vous améliorez les autres, parce que vous inscrivez dans l'exemplarité. La joie de l'âme est dans l'action, c'est ça? Oui, dans l'action, mais dans la vraie action, l'action gagnante, parce qu'il peut y avoir des actions négatives. Écoutez, Bernard Magret,
C'est pas grave. Merci infiniment et mes respects. Vous en priez.